Mais au début, le projet valait 1 million d'euros. Ils avaient 20% de la société. L'idée, encore une fois, est bonne. L'analyse est bonne. Sur le papier, c'est bien. Dans l'application, il suffit de pas grand-chose pour que ça fasse un flop. Et là, pour moi, c'est le cas. Quand au début c'est très large et que ça plaît à tout le monde, c'est bizarre, mais comme ça plaît à tout le monde, il faut se dire au contraire, il y a quelque chose qui va pas. Alors, si on est tous hyper intéressés par ton idée, pourquoi ça n'existe pas déjà? Là, on voit beaucoup de gens qui sont très en colère, effectivement, puisqu'ils n'arrivent plus à travailler. Je vais faire mon Mbappé. La rénovation, elle a changé. Aujourd'hui, je reçois Basile Denis, cofondateur de Drapeau, une société délégataire spécialisée dans la rénovation énergétique. Mais pas seulement, il a aussi cofondé Drapeau Solutions, qui est une agence de développement de logiciels informatiques spécialisée dans le secteur énergétique, et aussi récemment OPX, un SaaS de gestion qui connecte les artisans, mandataires et obligés dans un seul et même outil. Dans cette discussion, Basile revient de manière très transparente sur son parcours, de ses débuts en tant qu'entrepreneur, la création de Drapeau en passant par le très célèbre incubateur de start-up The Family, ses échecs dans son premier business model jusqu'à la création de la version finale de Drapeau qui fait son succès jusqu'à aujourd'hui. Franchement, c'est un des podcasts que j'ai préféré tourner, vous allez le voir, la discussion est super intéressante, c'était un vrai plaisir d'avoir Basile avec nous. D'ailleurs, je le remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation. N'oubliez pas de commenter, liker la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, on sort un podcast toutes les semaines à chaque fois avec des invités de marque, donc activez les notifications pour ne rien manquer. Je vous laisse profiter de l'épisode, régalez-vous, bon visionnage, c'est parti. Basile, comment ça va ? Ça va super. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce podcast. On est vraiment ravis de te recevoir. Merci de nous accorder ton temps qui est, je pense, précieux. Merci Avec beaucoup. plaisir, vraiment, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Ce que je te propose, tu te présentes rapidement et après on va essayer de voir ton parcours de A à Z pour voir justement comment est-ce que tu en es arrivé là, pour comprendre un peu mieux. Donc je te laisse te présenter. Ok, merci de m'accueillir déjà. Donc je m'appelle Basile Denis, je viens de faire 38 ans. Je dirige une société qui s'appelle Drapeau, que j'ai cofondée en 2015. Et voilà, donc Drapeau, pour le faire court, on est délégataire d'obligation de certificat d'économie d'énergie. C'est un peu complexe, mais j'aurai l'occasion de détailler un peu l'activité. En gros, on finance des travaux de rénovation énergétique. Et après, donc, on a plusieurs sociétés issues de ce groupe ou complètement externes. J'aurai l'occasion aussi mais qui sont autour de la rénovation énergétique toujours. Une société spécialisée dans l'audit énergétique et une plutôt plateforme SaaS. D'accord. Voilà. D'accord. Donc Drapeau, c'est une grosse boîte, etc. On aura l'occasion d'en parler. J'imagine que ça c'est une grosse boîte, elle est quand même à taille humaine. Vous allez, dans ton podcast, on a vu des sociétés un peu plus importantes, des dirigeants. Mais c'est une taille, on va dire, une belle PME. Bien sûr, bien sûr. Et donc voilà, on va en parler parce que justement, j'imagine que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Déjà, comment est-ce que ça a commencé, tes premiers pas professionnels? Est-ce que c'était dans la rénovation énergétique aussi ou pas du tout? Comment ça a commencé? Alors, le tout début, donc moi, je suis sorti d'une école d'ingénieur. Okay. J'avais aucune destinée à devenir entrepreneur. À la base, je fais une école d'ingénieur. Je me spécialise dans les énergies renouvelables. Okay. Je pars au Danemark, dans les pays nordiques, qui sont assez connus pour leur expérience dans le solaire. Et dans faire des études là-bas au Danemark? Ouais, je finis mon école d'ingénieur là-bas. D'accord. Mais je ne sais pas encore vraiment ce que je veux faire, mais je trouve que c'est la partie la plus intéressante, la plus novatrice on va dire, du bâtiment. Mmh. Et finalement, premier travail à Paris, je finis mon école d'ingénieur, premier travail à Paris dans le solaire photovoltaïque. Ah, donc direct dans les énergies? Ouais, directement dans les énergies renouvelables, pas l'efficacité énergétique directement, mais on va dire la production d'énergie renouvelable. Et j'ai trouvé ça très intéressant et surtout j'ai travaillé pour un entrepreneur, c'était une toute petite start-up, une petite boîte, et là j'ai commencé à aimer cette échelle en fait, de créer, quoi, de voir directement le fruit de son travail. Et là je me suis dit que j'aimais bien l'entrepreneuriat. D'accord. C'est sûr. Et c'est quoi ton rôle au début dans cette boîte? Au début j'étais ingénieur développement je dimensionnais les centrales solaires. Tout simplement. Au début, j'étais tout seul sur mon bureau à dimensionner, à mettre des panneaux sur des grandes centrales solaires et à essayer de voir les résultats. Puis après, tout de suite, j'ai dit au patron, est-ce que je peux aller développer des projets moi-même? Est-ce que je peux aller directement sur le terrain et essayer de construire de signer des projets de centrales solaires? Et donc, je suis parti dans le sud-ouest, d'où je viens. Je viens de Pau et j'ai développé des premiers projets. Et puis très rapidement, je vais être bavard, donc il faut que tu me coupes, sinon non, moi, je pars pas du tout, on a le temps. et très rapidement, en fait, c'était des dispositifs qui étaient quand même aidés par des subventions. Le tarif de rachat était subventionné.
par EDF, par des obligations d'achat. Et en fait, ces subventions se sont cassées la figure. Et donc, je me suis retrouvé en stage à être sans suite, plus de possibilités. Et le patron dit propose un nouveau projet. Ok. Et donc, c'est là où j'ai proposé le dispositif des certificats d'économie d'énergie, qui était au tout début, qui était en seconde période. Et donc, c'était le début des aides au projet de rénovation énergétique. J'ai proposé ça aux investisseurs de l'époque. J'ai adoré ce moment-là. Construire à l'époque, Internet n'était pas très développé. C'est le début des PowerPoint. De quelle année on parle? 2010. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment au début. Ouais, 2010. Entre 2010 et 2011, on est en seconde période. Il n'y a pas encore, je me souviens, la structure du dispositif de C2E est en train de se faire. C'était délivré par les régions à l'époque. Et donc là, je propose un moyen d'intervenir dans ce dispositif. À l'époque, ça n'existait pas les délégataires, on était structure collective. Et rapidement, je finance des projets. Je trouve le moyen de capter des projets à financer chez les syndics de copro, aux particuliers, avec des partenariats avec des installateurs. Et donc, j'ai commencé finalement très tôt. Ouais. Ok. Et donc, ça veut dire quoi de trouver des projets à financer? Concrètement, ça veut dire quoi? C'est... Au tout début, déjà, je connaissais vraiment un peu les choses. On me disait juste qu'il y avait un principe de prime pour des travaux de rénovation énergétique qui étaient financés par des obligés, des fournisseurs d'énergie, EDF, Engie, etc. Ça s'appelait même pas Engie, c'était GDF, je crois. Je vais faire mon ancien là. Et en fait, je comprends que les travaux de rénovation énergétique peuvent être faits sur plein de secteurs différents. Ça peut aller de l'industrie, l'agriculture et bien sûr le bâtiment résidentiel, tertiaire. Et je me suis dit, alors comment ça fonctionne? J'étais un peu jeuneau quand même, mais comment ça fonctionne dans le collectif? C'est un syndic qui va donc voter des travaux en assemblée générale. J'essaie de comprendre un peu la structure justement de tous les travaux qui peuvent avoir lieu et comment après inciter à faire ces travaux via le dispositif des certificats d'économie d'énergie et comment les financer. Mais j'ai appris vraiment au début, c'était surtout du juridique d'ailleurs. J'ai épluché les décrets, arrêtés, circulaires. Le jour et la nuit, je n'avais pas envie de rentrer à Pau en fait. Je voulais rester à Paris, travailler et faire carrière. Ok. Et alors moi, je ne connais pas cette période parce que j'étais un peu trop jeune, mais au niveau des aides, c'était assez suffisant pour faire des dossiers 100% financés ou on était vraiment sur des petites sommes? Non, justement, c'était des petites sommes. Ça pouvait être intéressant quand c'était dans le résidentiel collectif, quand il y avait plusieurs logements, justement, mais c'était relativement faible par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu ces dispositifs vraiment grandir, parce que finalement, je suis jeune, mais j'ai commencé tellement depuis tout jeune que depuis le début, que j'ai vraiment vu, il y a toujours 2 leviers d'aide au financement, mais c'est passionnant parce que j'ai tout de suite compris que le financement que ce soit des énergies renouvelables ou de la rénovation énergétique était clé. Je veux dire, il y a des nouvelles technologies, certes, il y a plein de choses pour massifier, mais le financement est clé. Et après, j'ai vu justement les pouvoirs publics réfléchir à chaque fois à la meilleure façon de le faire pour éviter les effets d'aubaine, les fraudes, pour financer ceux qui en ont le plus besoin, en allant vers les ménages les plus précaires, en allant vers les bâtiments qui ont le plus besoin qui sont le plus consommateurs. D'accord. Et donc, c'est après cette étape, donc, dans cette boîte Comment elle s'appelait cette boîte Alors, la première, elle s'appelait Enersun. D'accord. Et après, c'était Enercert. D'accord. Dans les certificats d'économie d'énergie. D'accord. Et donc, voilà. Puis après, je l'ai quitté au moment où j'ai rencontré justement mon associé d'aujourd'hui, qui s'appelle Julien Haroun. Et je lui dois beaucoup puisque c'est quand même lui. Moi, je ne savais pas que je pouvais après le faire moi-même. J'ai cofondé Enercert, mais je n'étais pas encore associé. Ah d'accord, ok. J'ai créé vraiment la structure. J'étais le premier à travailler sur cette société. Mais bon, j'étais pas associé, j'ai pas mis d'argent dedans, et j'avais pas de notion vraiment de ça. À chaque fois, on me disait ouais, ça marche bien, et on est devenu une 40aine de personnes quand je l'ai quitté. D'accord. Et après, c'est à la rencontre d'une personne qui était plus entrepreneur que moi, qui revenait de San Francisco, qui avait monté une première boîte dans le digital. C'est le début un peu d'Internet aussi, où on commence à parler de termes de start-up. Et puis, donc, il intègre la société pour créer primecoenergie.com, un des premiers sites qui proposait des primes de C2E en ligne. Et des discussions avec lui. On allait au bar pour refaire le monde, tout simplement. Comment s'est faite la rencontre de base il a intégré la société. Donc, j'ai vu qu'il travaillait. Ouais. Donc, on a un peu travaillé ensemble sans être vraiment sur le même projet. Moi, j'étais plus B2B, lui plus B2C. Et lui, avec une grosse partie digitale. Et après, en discutant à côté, on ne s'est pas entendu avec le patron commun qu'on a eu. Et donc, on s'est dit, si on montait cette société. D'accord. Et voilà. Et lui avait déjà l'habitude de la création de structures, de la levée de fonds. On a levé des fonds
On a été dans un incubateur assez célèbre qui s'appelait The Family. On va en parler. Ok. Et qui est pas mal, dans la presse en ce moment, médiatisé, pas forcément pour des raisons très nobles, mais effectivement. Bien sûr. Alors, juste, toi, tu considères que ton début entrepreneurial, c'est Drapeau ou c'est aussi NRCert? Parce que tu as dit que tu as aussi contribué. Ouais, je considère que le début entrepreneurial, c'est quand même NRCert, dans le sens où c'est d'être dans la construction d'une société. Ok. Quelles que soient les personnes, quand on crée vraiment presque d'une page blanche, Ouais. c'est de l'entrepreneuriat pour moi. D'accord. Et alors, tu as eu les galères qu'on a au début, j'imagine. Oui, j'ai eu les galères, les vertiges. On va dire que l'autre étape, quand on le fait soi-même, mais je n'ai jamais engagé vraiment des moyens personnels. Il faut le dire à ceux qui ont un peu peur, à se dire à chaque fois, mince, je vais mettre... Tu parles pour les deux projets, pour aussi Drapeau, ou je parle pour Ouais, NRCert? pour Drapeau aussi, pour puisqu'on les a deux, fait une d'accord. levée de fonds en quelque Directement, sorte. dès le début. On met des moyens personnels, mais en France, on est quand même assez aidé. Moi, j'avais un chômage pour me permettre les premières années Ok. d'avoir quand même un revenu. Mais je trouve qu'on est quand même relativement aidé. Et il ne faut pas voir ça que comme une prise de risque. Je ne suis pas la personne qui va dire... Bah, tu sais quoi, moi, alors c'est mon avis, hein. Ouais. J'ai l'impression que on a plus de pression. En tout cas, moi, j'aurais plus de pression quand quelqu'un me prête l'argent et que je dois bien le gérer, plutôt que quand c'est mon argent et je dis, bon, bah, si je le perds, personne ne va m'en vouloir à part moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Tu as encore aussi des gens qui l'empruntent à leur famille. Je trouve que c'est encore plus dur. Ou à des proches. Ouais. Là, c'est pas des proches, c'est des gens Ok. avec qui on fait des affaires. D'accord, Ils ont d'accord. plus de moyens que j'en avais et que mon associé en avait, beaucoup plus. On en avait peu ou pas. On n'avait pas vraiment d'argent à investir, on avait du temps. Allez, un peu le début, ton premier logo, tes premiers investissements qui te permettent de te présenter justement pour faire cette levée de fonds. Ok. Mais c'est pas grand-chose. Et après, tu te rends compte que justement, ces incubateurs de l'époque te permettaient de rencontrer des gens qui avaient de l'argent à placer, Ok. dont c'est le métier, et toi, tu es censé être dans la meilleure position pour Ouais, faire bien fructifier Bien cet sûr. argent. Je pense le fait aussi qu'on sait que de leur côté, ils savent qu'il n'y a pas tout qui va marcher quand ils investissent. Donc Exactement. Je me souviens à l'époque d'ailleurs de nos conseillers, qui étaient Oussama Hamar et Nicolas Collin, qui avaient dit au premier investisseur, dis-toi que tu vas le perdre. Tu vas certainement le perdre, mais tu peux faire aussi beaucoup. Et les jeunes que tu as en face, ils vont donner leur vie pour que ça fonctionne. Voilà. C'était très important. Il avait remis les choses. bien sûr, bien sûr. C'était assez effrayant au départ. Au début, d'ailleurs, j'étais comme toi. Je me disais, non, je ne veux pas prendre l'argent des autres. Je ne sais pas pour quelle raison je ferais ça, de quel droit. Et finalement, je trouve que c'est sain, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et je trouve qu'on donne beaucoup de sa personne, en fait, quand on est entrepreneur. Au départ, dès que tu es avec des amis, ta famille, à table, tout le monde te dit, tu as ton projet, tu rougis un petit peu parce que c'est pas encore grand-chose, tu n'as pas encore de clients, tu as juste quelques idées. Et cette position, elle n'est pas très simple à vivre. En société, on te demande des résultats tout de suite, c'est un processus qui est assez long. Bien sûr. Et puis après, quand il y a une première petite traction, ben là, c'est extraordinaire. Alors, viens, on reprend dès le début. Donc, tu finis NRCert avec Julien, Haroun. Vous vous dites quoi? On va lancer. On se dit qu'on va monter une société d'ailleurs qui était différente de celle qui est devenue aujourd'hui. Ok, alors c'est quoi le début? Le début, c'est au moment où il y a beaucoup de startups qui commencent à se monter en France, qui vont assez vite dans la vallée quand elles réussissent bien. Mais au départ, on avait, pour la faire simple, on voulait, ça ressemble, il y a une notion, ça relie un peu ILA26 quand même, puisqu'on était sur un principe de plateforme, on va dire un TripAdvisor des travaux, mais plus B2C. Pour les particuliers, on trouvait ça beaucoup trop compliqué. On trouvait que le financement était un angle, mais la difficulté pour un particulier de s'adresser aux bons installateurs et d'avoir le bon conseil au niveau des financements. Donc en gros, un TripAdvisor des travaux, quoi. Ok, donc ça veut dire quoi? Simplifier la chose pour les particuliers? Exactement, les rendre plus accessibles. En gros, ils avaient un simulateur, vraiment comme... avec des notes? On copiait un petit peu les principes de Booking et de... Voilà, il y avait un Américain à l'époque qui s'appelait Pro.com, exactement, avec des installateurs qui étaient notés, qui avaient des compétences, qui savaient soit être plus dans le chauffage, dans l'enveloppe du bâtiment. Ils pouvaient vendre des produits sur cette plateforme. Et voilà. Et donc, ils étaient géolocalisés, bien sûr. Ils affichaient leur disponibilité aussi. Et quelques prix. Et donc, on avait un simulateur d'aide et de financement également sur le côté. Et on a mis beaucoup de temps à construire on a fait énormément d'études sur le chiffrage aussi de tous les travaux possibles.
Donc c'était énormément de travail, on s'est enfermé pendant un petit moment pour ça. Et finalement, tu vois, elle n'a jamais vraiment vu le jour. On a fait une deuxième levée de fonds. Ah, ok. Ouais, on a fait une première levée de fonds, je peux le dire, je crois qu'il n'y a rien de secret, de toute façon, de 200 000 coupera au euros. pire. Comment ? On coupera au montage au pire. Non, franchement, je peux le dire. Ouais. Donc une 200 000 première levée euros. de fonds de 200 000 euros. Avec The en Family seed. ou rien à voir encore? Alors The Family était à C'est pas l'intérieur encore comme associé, mais ne mettait pas d'argent. Mais effectivement, c'est eux qui m'ont présenté mon premier investisseur, Ok. qui était le D'accord. GSEC, qui était un groupement d'installateurs Ok. de D'accord. 450 chauffagistes. Et là, on parle avec le business model de TripAdvisor. Exactement. D'accord. Exactement. Au début, c'est ce qu'on voulait faire. Et d'ailleurs, c'est quoi le business model? C'était quoi le business model? Et on Comment est-ce prenait que- des commissions par chantier, sur comme les artisans? comme un Sur les maître artisans, d'œuvre. j'imagine. Ouais, sur les D'accord. artisans. D'accord. Le particulier n'a rien à payer. Et non, exactement. C'est pas Ils de ne le voyaient l'abonnement pas. pour pas. Non, D'accord, c'est- d'accord. exactement. Ok, C'était ok, l'artisan qui nous vendait du lead en quelque sorte, Ok, ouais, ou c'est- une commission. ok. Et on se dit que c'est intéressant d'avoir, je connaissais déjà le GSEC, qui est un joli groupement de chauffagistes, Ok. et donc qui a mis de l'argent pour, en général, dans ces cas-là, on levait de l'argent pour pouvoir développer avec des devs la plateforme, et on avait estimé à 200 000 euros. Et nous, après, on ne se payait pas pendant les années où on développe ce projet. Et alors, Ok. tu vis sur tes économies? Sur le comment- chômage, honnêtement. Sur le D'accord, chômage, d'accord, ok, ouais, ok, j'avais ok, un ok. chômage. D'accord. Mon associé, non. Lui, il a vendu ses parts de primecoenergie.com et il a pu vivre avec D'accord. le temps de développer ce projet. Ok, ok. Et donc là, c'est bon, on est un coup chez l'un, un coup chez l'autre dans son appartement, on reste toute la journée. Les galères, j'ai des vues. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bon, c'est pas évident, mais il faut passer par là. Bien sûr. Et après, on arrive à une deuxième levée de fonds, puisqu'après, on doit déployer et mettre on va dire des moyens plus commerciaux pour développer. Et là, là, je peux pas te dire, parce que là, je crois que j'ai une petite confidentialité, mais elle se passe pas bien, et on est sûr qu'on va l'avoir. Et on Ok. doit lever, il y en a plusieurs, en fait, il y a eu plusieurs phases. En tout, on a pris un peu après de fonds de la BPI. Les autres investisseurs ont remis au pot parce que ton produit est jamais prêt. Il est jamais prêt à temps. Tu crois que ça va Ouais, être bien comme sûr, ça. bien sûr, ouais. C'est comme les travaux de rénovation, tu crois que ça va bien se passer, en fait. Les Non. paiements de l'ANA aussi. Ouais, c'est comme les paiements de l'année, on va dire, exactement. Mais tu penses que ça va durer tant de temps et que ça va coûter tant. En fait, bon, il faut voir un peu plus large. Tu dois doubler à peu près tout, les délais et le coût. Et finalement, bon, on lève un peu moins d'1 million d'euros, mais c'est jamais suffisant. Beaucoup de gens s'intéressent à notre projet. On se rend compte qu'on a beaucoup d'intérêt de l'écosystème. On est toujours sur le même business Ouais, model. ouais, hein. ouais, Ok, ça a d'accord, duré d'accord, longtemps d'accord. avant de Ok, comprendre ok. que c'était pas très simple. Mais et finalement, un gros distributeur souhaite investir 2 millions d'euros pour le déploiement, Ok. et avec son apport aussi en industrie, avec tous ses clients, Et bon, il y a eu un problème, ils ont eu un problème juridico-financier, un gros distributeur, et donc finalement ils ont gelé leur investissement, et au dernier moment, alors qu'on était en négociation exclusive, on a tout perdu. Enfin, on avait déjà pendant 9 mois travaillé un peu notre produit à la fin pour qu'il aille bien à ce nouvel investisseur, Ok. et finalement au dernier moment, il décide de ne pas investir. Ok. C'était des la période raisons, il y avait une crise. Il s'est fait tu pourras retrouver facilement, puisqu'il y a eu une entente entre les distributeurs dans le bâtiment, une entente sur les prix, Ok. et des grands fabricants. Ok. Je pourrais en citer 4 et vous choisissez. Ok. Mais et donc à ce moment-là, il était un peu dans la tourmente. Il va bien aujourd'hui, c'est ok. Ok. C'était la période où c'était voilà. Et donc finalement, ils ont gelé ces investissements, et donc on a dû s'asseoir sur ces fonds. On y comptait bien. On avait une petite équipe qu'on avait recrutée. On cherchait des nouveaux bureaux dans Paris. Ok. Extrêmement dur. Je me souviens même l'anecdote. Je rentre chez moi et ma femme m'annonce ce jour-là où j'ai su qu'il ne voulait plus investir, alors on s'était tapé dans la main. Peut-être que tu pourras le couper au montage, mais ma femme m'annonce qu'elle est enceinte le même jour. Ok. Donc, formidable, mais on se dit, ouah, Bien sûr. peut-être que j'ai plus de boulot, Bien sûr. je vais avoir un enfant. Bien sûr. Et finalement, on a réussi à s'en sortir, à D'accord. redécoller, mais on a tout perdu. Et là, je me souviens qu'on avait moins 30 000 euros, le crédit de la BPI à rembourser. Ok. Voilà une phase entrepreneuriale qui est... C'est important d'en parler. C'est important Ouais. d'en parler. Ouais, parce qu'on se pose énormément de questions. Est-ce qu'on ferme la structure Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et là, il faut en parler autour de soi. Et là, on a eu, je pense, des bons conseils qui nous ont dit non, Drapeau, tu as quand même une image, tu connais beaucoup de monde, tu as des partenariats qui sont en cours. Et on a fait le choix de la conserver. Et finalement, il y a de la chance aussi, tu vois, il y a forcément une grosse sûr, partie de chance. Bien sûr. On rappelle plein de partenaires distributeurs, parce qu'en fait, on a agrégé à la fin de cette nouvelle version
Elle était très bien faite pour les distributeurs de matériel de chauffage, type pompe à chaleur, qui pouvaient vendre leurs produits au travers de ma plateforme. Et puis, je les appelle tous un peu en galère à la fin pour leur dire il faut qu'on accélère un peu le partenariat. Je voulais qu'il y ait le premier cash qui monte, vu que j'avais loupé ma levée de fonds. Et puis, ils me disent Basile, en ce moment, ce qui cartonne, c'est le nouveau coup de pouce chauffage. Et on me parle d'opérations même pour aller jusqu'à 1 euro dans la pompe à chaleur, des choses comme ça. Et donc, là, dans ces cas-là, tu es obligé de répondre OK, quoi. Bah oui, bien sûr. Il me dit t'as été un des précurseurs dans ce dispositif. Tu sais faire, on est d'accord? Je dis ouais, bien sûr que je sais faire. Et là, on a un peu pivoté notre plateforme pour la faire aller vers. Et là, on a été une des premières offres justement à avancer les certificats d'économie d'énergie et l'ANA Agilité. C'était même pas ma prime rénov', c'était l'ANA Agilité. Et là, on a eu une traction des installateurs. On en avait 15 par jour qui s'inscrivaient. Incroyable. Alors, avant qu'on rentre dans cette nouvelle forme de drapeau, pour bien comprendre, donc, parce que moi, j'ai pas compris, est-ce que quand tu lèves des fonds, tu fais de l'argent déjà avec cette boîte ou c'est vraiment qu'un projet? Non, là, c'est qu'un projet. Ça va durer longtemps. C'est la partie conception. Donc, juste un business model. C'est exactement. Tu donnes un business model. On dit, donc, c'est la phase de seed. Tu donnes une valeur à ton projet, ta présentation. C'est une boîte PowerPoint, on appelait ça comme ça à l'époque, c'est-à-dire que tu n'as qu'un projet. Tu as quand même elle se valorise en fonction de ceux qui te présentent le projet. Xavier Niel, s'il présente un projet, même s'il ne met rien, il a déjà beaucoup de force. Je n'étais pas Xavier Niel, je ne veux pas du tout comparer, mais au moins j'avais, on va dire, même peut-être que c'était trop valorisé, mais au début, le projet valait 1 million d'euros. D'accord. Donc quand tu lèves à 200 000, ils avaient 20% de la société. Ok, 20%. D'accord. Ils avaient 20% de la société. Avec ces 200 000, je m'engageais, par contre, à utiliser cet argent que pour le développement logiciel. Je ne me payais pas et Julien non plus. C'était le deal. Ok, d'accord. Donc ça, tu avais déjà été dans l'incubateur de The Family pour les 200 000 euros? Ouais. D'accord. On se rencontre au sein de cet incubateur. Il y a une émulsion en France. C'est The Family, Oussama Hamar, Alice Zaguri et Nicolas Collin. Ça s'est pas très bien terminé. Mais n'empêche qu'il y avait une émulsion en France. On pensait tous qu'on allait devenir le nouveau Google. Et c'était extraordinaire. Ouais. Et alors justement, comment ça marche? Toi, tu arrives. Déjà, comment ça marche? On s'inscrit sur un site pour venir présenter son projet. Comment ça marche pour venir présenter Drapeau? Il se trouve que Julien Haroun, j'ai une petite facilité là, mais bon, c'est important dans la vie entrepreneuriale. Ouais, mais c'est vite du réseau. On connaît quand même, bien sûr. Même par simple travailleur que j'étais, j'ai rencontré Julien et lui, il se trouve qu'il a monté sa première société avec Oussama à San Francisco. La première, au tout début, qui s'appelait Bisport. Et donc, il connaissait Oussama. Donc, il l'a appelé. Il s'était un peu perdu de vue. D'accord. Il l'appelle et il lui dit est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'on intègre The Family? D'accord. Il avait créé en associé ou c'était un investisseur de... Non. Ils étaient chacun, lui, avait créé The Family. Et nous, on créait Drapeau ensemble. Et il se rappelle pour dire simplement au début, on a juste la structure qui est créée. Et pour la levée de fonds, on parle à Oussama pour... Non, mais je veux dire, le projet qu'il a fait à San Francisco avec Julien Haroun, c'était associé. Il me semble qu'ils étaient associés. D'accord. Je ne sais plus. Bon, il me semble qu'il avait quelque part. D'accord. Donc, bon, il y a une facilité d'introduction, mais je pense que c'est pas juste parce qu'il est copain avec Julien Haroun qu'il va t'introduire et te financer. Non, en plus, il ne connaissait pas ce secteur. Il était plus sur d'autres modèles de start-up. C'est pas un secteur qu'on voit beaucoup, j'imagine. Ouais, c'est ça. Il est technique, il est spécialisé. Donc, c'est plus Nicolas Collin qui nous a épaulés. Et qui coécrivait ou préfaçait un livre de l'investisseur, justement, Pauline, qui dirigeait ce groupement de chauffagistes qui a investi. Au début, ça ne s'est pas non plus passé « Ah, super, tu as besoin de 200 000 euros, tiens, je te fais un chèque. » Il a fallu se voir plusieurs fois. Il y a eu des moments, mais il y a eu ce moment, je te dis, qui est assez mémorable. Moi, je me souviens, j'avais un peu honte parce que je ne connaissais pas ce principe-là de demander de l'argent à quelqu'un d'autre. J'ai la même réaction que toi. Et Julien me disait « Non, t'inquiète pas, justement, lui avait eu des mauvaises anecdotes dans ses premières expériences où il avait fait du love money, donc... sa famille qui met un peu d'argent, avoir des difficultés à les rembourser, c'est encore moins agréable. D'aller voir des entreprises, c'est pas pareil. Donc c'est le métier d'investir, c'est très différent. Parce que eux, si je dis pas de bêtises, ils ont des stats, c'est-à-dire que, je sais pas, je dis une bêtise, mais s'il y en a 8 qui sautent sur les investissements, c'est OK pour eux en fait. C'est ça. La plupart des investisseurs, c'est ça. Il peut y en avoir vraiment qui vont se mettre dans le rouge et c'est pas leur métier d'investir. C'était pas vraiment le cas. Je sais que c'était pas le métier d'investir, mais bon, c'est effectivement...
ils avaient bien compris finalement, ils n'ont rien perdu. Du coup, on a Ouais. racheté ses parts. J'y reviendrai, mais Ok. on a racheté ses parts et personne n'a rien perdu puisqu'on a eu une croissance Ok. importante. Alors, tu nous as parlé d'une deuxième levée de fonds à 1 million Ouais. sur une valo de. En tout, c'est ça, sur les 200 000. Après, ils ont remis au pot. Et là, dans la valorisation, comment on a fait? Je me souviens plus exactement, figure-toi, mais à la fin, on était toujours majoritaire avec. On a D'accord. fait en sorte de rester majoritaire avec Julien. C'était D'accord. important dans les décisions. Toujours le cas actuellement. Bien sûr, là, c'est le D'accord, cas d'accord. maintenant. Aujourd'hui, on a 50-50. On a racheté super. les parts de tous Ah, vous nos avez racheté les associés. parts. D'accord, Ouais. super. D'accord, incroyable. Donc justement, on va commencer à parler de cette transition. Ouais. Donc on supprime entre guillemets le business model, j'imagine. On change tout le business model, on change toute la vision. Ouais. Comment ça se passe? Je reviens un peu à mes premiers amours, du coup, puisque je reviens sur la partie certificat d'économie d'énergie, que je connaissais super bien. Ok. Mais ça avait un peu changé entre-temps. Il y avait les fameux coups de pouce chauffage, c'était des primes plus importantes. Les acteurs avaient un peu évolué. C'est en quelle année? Je sais. Ça, c'était en 2018, je dirais. D'accord. Je suis un peu nul dans les dates. Non, donc, mais voilà, environ pour situer à peu près. D'accord. Ok. Et donc là, mais je connaissais quand même bien. Donc j'y reviens et je sentais quand même qu'on pouvait rapidement modifier la plateforme pour la faire plus aller vers les aides financières. Et par contre, je ne m'attendais pas à un tel succès. Mais après, on prenait des commissions. C'est un peu toujours la même chose. On avait un mandant. On n'était pas délégataire de certificat d'économie d'énergie. On avait un partenariat D'accord. avec une entreprise qui nous finançait ces primes. Et nous, on prenait une commission dessus, tout simplement. D'accord. Mais on avait créé un modèle qui rendait assez simple la génération des documents, la construction des dossiers de demande de certificat d'économie d'énergie et ANA. Ok. Et surtout, là où on a été précurseur, encore une fois, avec un principe on prenait une commission qui était autour des 10% Ok. sur ces aides. Et le modèle qui était assez innovant, c'est vrai qu'on n'était pas que sur les certificats d'économie d'énergie, on était aussi sur l'aide ANA, qui était un peu le deuxième pied Ok. des subventions Ok. en France. Donc, pour bien situer, parce qu'il y a évidemment plein de pros des énergies qui vont regarder ce podcast, il y a aussi des personnes qui n'auront pas grand-chose à voir et qui ne sauront peut-être pas tout sur les énergies. Une boîte d'installation, c'est une boîte d'installation normale, elle fait ses installations, elle les valorise sur les aides de l'État, elle passe par drapeau à ce moment-là. Qu'est-ce que tu leur proposes? De leur avancer l'argent qui est long à recevoir de l'État? C'est ça? Exactement. En fait, je vais leur proposer d'intégrer ces aides qui sont complexes à obtenir. Je vais leur proposer d'intégrer ça à leur devis, à leur offre de travaux. En général, ils intégraient donc une prime certificat d'économie d'énergie et une prime de l'ANA parce que je vais leur dire, ma promesse, c'est de les payer directement après la facture des travaux, après la réception des travaux. D'accord. Et comme ça, ils peuvent directement intégrer et donner simplement, laisser payer le client simplement le reste à charge en fait. Parce qu'avant, comment ça marchait quand on faisait ça? Avant, les gens payaient complètement leurs travaux et après, attendaient les primes, avaient des difficultés, des allers-retours. Parfois n'étaient jamais payés parce que le dossier était mal monté. Parfois, ils avaient fait une erreur de résistance thermique dans leur enveloppe. Ils avaient fait une erreur au niveau du système de chauffage. Et donc, voilà. Et donc, là, il a fallu inventer un nouveau métier. C'est celui d'avancer ces aides, effectivement, qui vont mettre plusieurs mois. Pour les C2E, on va dire au moins 3 mois, 2 mois d'instruction légale, et puis le temps de la vente, etc. Ça va bien prendre 3 mois et ça peut s'allonger en cas de demande de complément. Ça peut être du 6 mois facilement. Et pour l'ANA, c'est à peu près équivalent. Et on le voit aujourd'hui, il y a encore énormément de retard. Donc on a un peu ce travail un peu assurantiel. Ce que je dis souvent, c'est qu'on a 3 métiers quand on fait ce travail. On va accompagner pour optimiser les aides financières, rendre simple le montage du dossier. On va contrôler que les choses soient bien faites, contrôler le chantier, contrôler la satisfaction du client. Et après, on va préfinancer, on va avancer ces fonds. Et là, il faut une structure financière pour pouvoir le faire, qu'on n'a pas au premier jour. Au début, on s'entoure de partenaires, on fait son premier chiffre d'affaires. Et puis après, on a réussi à avoir la structure pour avancer et payer en un temps record, en quelques jours. Tu as relevé des fonds pour ça ou à ce moment-là? Oui, bien sûr. Ok. On a relevé beaucoup de fonds. Ce pas les mêmes fonds. Ils ne sont pas au capital. Ok. Ils n'ont pas une part de la société. Ok. C'est des fonds obligataires, donc c'est une dette qu'on a et à chaque fois on débloque des fonds pour payer ces primes. Ouais, parce qu'il y a une trésorerie énorme pour ce. Ouais, là c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. J'imagine. D'accord. Juste pour que les gens comprennent en fait la valeur que ça apporte, c'est que comme tu as dit, avant les installateurs, ils devaient mettre, je sais pas, un devis à 30 000 euros, j'ai une bêtise. Ouais, c'est ça. Et ils ne pouvaient pas déduire d'aide, donc le devis que le client reçoit, c'est 30 000 euros. Exactement. Alors, même si au final, il allait peut-être avoir des remboursements et peut-être payer, je sais pas moi, que 1 000 euros, j'ai une bêtise,
bah, le devis, c'est 30 000 euros, il faut les sortir. Donc là, la valeur que tu ajoutes, c'est que l'installateur, il vient et directement sur le devis, alors qu'il n'a pas encore reçu les aides, il déduit les aides qu'il y a en place actuellement et ça sort un devis, je sais pas si à ce moment-là, il y avait encore du 1 euro. Il y avait du 1 euro à ce moment-là Il y déjà? en a eu sur certains types d'opérations, D'accord. on pouvait aller Donc jusqu'à... c'est en fait une force commerciale énorme pour l'artisan et une force financière aussi pour l'artisan parce qu'il reçoit les aides rapidement. Exactement. Donc c'est Alors qu'avant, encore une fois, c'est Ouais. normal, c'est très contrôlé, mais c'était extrêmement administratif. Et la moindre erreur coûtait très cher. Ça faisait beaucoup d'allers-retours, donc énormément de friction. Que ce soit le client même qui s'en occupe lui-même pour aller la chercher, il demandait quand même beaucoup de papiers à faire signer par l'installateur. L'attestation sur l'honneur, à l'époque, ça s'appelait même pas comme ça, je sais plus. Ok. Mais donc du coup, c'était un parcours du combattant, vraiment. Et donc, on a ce métier, effectivement, qui leur permet de ne plus avoir peur du paiement de ces primes, de pouvoir D'accord. le déduire. Donc, effectivement, ils deviennent plus compétitifs. Et en plus de ça, il y a quand même une logique dans les C2E de compétitivité aussi par le prix. On devenait courtier, on essayait de mettre les partenariats en place Ok. les plus intéressants pour vendre en fonction du marché un peu mieux à Engie, à EDF ou à Total, D'accord. pour ne citer que. Et donc à ce moment-là, vous prenez une commission sur l'artisan, sur son argent qu'il reçoit à la fin ou sur l'obligé? Sur l'obligé. Sur l'obligé. Ouais, sur D'accord. l'obligé, on prenait, si c'était sur les certificats d'économie d'énergie, on cherchait à le vendre au mieux. Et on D'accord. prenait une partie en euros par mégawattheure cumac Ok. sur le C2E. Et c'est toujours notre métier finalement. Et sur l'ANA, on prenait une commission qui était autour des 10%. Ok. Donc ensuite, la suite, ça se passe comment? Il y a un succès directement dès le début? Ouais, alors quand on remonte cette société, effectivement, il y a un succès très rapidement avec je vois le nombre d'inscrits. On avait développé une petite plateforme où je voyais les inscriptions avec un pop-up qui apparaissait à Comment chaque tu fois. marketes ça? Comment tu marketes ça pour qu'il y ait des gens qui... Eh ben, c'est les distributeurs qui sont devenus mes vendeurs. Ça a été vraiment le point clé, notre force. Parce que dans ces cas-là, pour commercer, effectivement, soit tu mets beaucoup de moyens, tu fais des campagnes publicitaires, du Google Ads, etc. Soit tu t'entoures de prescripteurs les plus savamment sélectionnés possibles. Et là, c'était les distributeurs de matériel de pompe à chaleur qui avaient besoin, parce qu'ils se faisaient harceler par leurs installateurs qui leur disaient « Mais explique-moi comment ça marche, ce coup de pouce chauffage, cette prime C2E, c'est très important. On arrive presque à du 1 euro par moment. » Et donc, en fait, je leur vends mon ex-plateforme, mon TripAdvisor, mais qui n'est pas encore bien ficelé, où il y a encore besoin de dev, etc. Puis ils me disent « Non, mais aide-moi à faire en sorte qu'ils puissent intégrer ces aides. » Enfin, une aide, ils me disaient les C2E, et je dis ouais, non seulement on va le faire, mais on va intégrer aussi l'ANA. Ok. Et là, dans ces cas-là, là, j'ai vu, donc c'était les Daikin, Mitsubishi, Hitachi, Atlantic, qui se mettaient à être vendeurs de ma solution. Ok. Et donc là, je dis, on arrivait à 15 installateurs, il fallait répondre, on avait une promesse de répondre en 48 heures pour les onboarder, pour les inscrire, il fallait faire toutes les vérifications, qu'ils aient bien les qualifications professionnelles, qu'ils aient une création au moins de 2 ans, etc. On faisait attention aux entreprises parce qu'on a ce métier de contrôle, hein, donc il fallait faire extrêmement attention à la qualité des entreprises qui intégraient notre réseau. Et voilà, on est arrivé à plusieurs milliers d'installateurs assez rapidement. D'accord. Et donc c'est à ce moment-là que enfin Drapeau génère de l'argent. Parce Absolument. que jusqu'à là, Ouais, jusqu'à là, vous zéro. avez On a eu des petites missions par moment, Ok, ouais. à droite, à gauche, comme ça, Ouais. soit un peu de conseils, soit... Mais sinon, absolument, c'est là Ok. qu'on génère de l'argent. Ouais. Ok, donc ça commence à générer de l'argent à partir de quand? Des premiers clients en fait directement? Ouais, les D'accord. premiers clients, effectivement, le premier client est déjà rentable. On va dire, bon, si on n'amortit pas le coût de la plateforme, tout le travail qu'on a fait jusqu'ici, mais effectivement, Ok. le premier client... Et ça se passe comme tu as prévu dès le début? Comme tu avais prévu dès le Ouais. début? À Ouais. ce moment-là, oui. À ce moment-là, je connais bien le système. J'avais déjà mon petit réseau d'artisans que je connaissais quand même. Je faisais surtout extrêmement attention à bien délivrer ma promesse, à avoir suffisamment de personnes pour pouvoir les inscrire, monter vite les dossiers, les payer. Mais ça s'est passé D'accord. exactement comme je voulais. D'accord. Et donc si tu avances les frais, pour comprendre hein, comment ça se passe, déjà comment on appelle ça? Mandataire? On peut dire que vous êtes mandataire? À l'époque, je suis mandataire. D'accord, Je suis mandataire C2E et mandataire à l'ANA. D'accord. Et ensuite, vous êtes passé... Après, on est passé délégataire sur la partie certificat d'économie d'énergie. Alors, ce serait bien qu'on définisse, pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi la différence entre mandataire et délégataire? Parce qu'on entend beaucoup ce mot parler. Mais... Ouais. Ouais, je peux le définir très, très simplement. Un mandataire, alors on va reprendre le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Ouais. Le principe, c'est que les fournisseurs d'énergie ont une obligation, ils sont obligés de financer des travaux de rénovation énergétique. Ils sont obligés de
prouver à l'État qu'ils ont financé des travaux via des primes de certificats d'économie d'énergie. Ils ont une obligation en fonction des ventes d'énergie qu'ils font. Si c'est du carburant, du fuel, de l'électricité, du gaz. Et ils ont des périodes de 3-4 ans. Et on leur dit, vous devez faire tant de certificats d'économie d'énergie, sinon vous allez payer une pénalité à la fin qui sera très importante. Jusqu'à, on va dire, 2-3 fois supérieure à celle s'ils finançaient des projets directement de rénovation énergétique. Donc ils ont tout intérêt à les trouver rapidement. Et là, on arrive d'ailleurs à la dernière année de la période pour réconcilier, donc pour que les obligés, EDF, Total, Engie, etc., prouvent à l'État qu'ils ont bien tous les certificats d'économie d'énergie en fonction de leur vente d'énergie. D'accord. Et donc, tu as un statut d'obligé, et tu peux avoir ce statut d'obligé en fait, qui te permet de demander des certificats d'économie d'énergie, puisque tout le monde ne peut pas le faire. Tu as quelques statuts, tu as donc les obligés, les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux, mais tu as aussi le moyen de devenir obligé par délégation. Et là, tu as un statut, bon, il faut être reconnu, c'est l'État qui vient valider ce statut. Il faut que tu aies un obligé qui t'ait donné une partie de son obligation. Voilà pourquoi on dit délégataire. Et donc, tu deviens obligé, par délégation, on t'a donné au moins 1 Tera, donc on t'a donné en gros au moins 7 millions d'euros de primes à financer. Je le dis grossièrement, mais en gros, c'est ça. Et après, tu as la liberté de produire tes certificats d'économie d'énergie, enfin, liberté, bien sûr, très, très contrôlée. Mais pour ça, il faut avoir prouvé plein de choses, ta capacité technique à faire ce métier. Donc, tu dois avoir un bureau d'études avec des ingénieurs. Tu dois avoir une capacité financière à le faire, donc il faut avoir levé pas mal de fonds. Au cas où tu as des instructions qui soient très longues, l'État vient contrôler un petit peu ce statut, en plus d'un simple contrat de délégation que va te donner Total, EDF, Engie, pour reprendre mes exemples. Il y a une certification délégataire Ouais, tu as une attestation qui est délivrée par l'État. D'accord. Donc ça, c'est délégataire. Et de l'autre côté, mandataire. Donc Et après, l'étape après, un délégataire ou un obligé peut faire appel à des mandataires. On va dire que ce sont des sociétés qui sont partenaires de l'obligé ou du délégataire pour monter des dossiers de certificat d'économie d'énergie, mais toujours au nom du mandant, donc toujours au nom de l'obligé ou du délégataire, puisque c'est le principe du dispositif des C2E, c'est un peu cette idée de changer de paradigme, que les fournisseurs d'énergie incitent en leur nom à faire des économies d'énergie. C'est tout le principe. C'est ce que j'ai trouvé d'assez fascinant quand je suis arrivé dans ce métier. Et à mon avis, ça reste le meilleur dispositif du monde qu'on peut imaginer. On peut imaginer des impôts toujours plus importants pour subventionner. Mais le principe d'inciter les fournisseurs d'énergie à être dans les économies d'énergie, pour moi, c'est assez exceptionnel. Ça rendra l'énergie certes un peu plus chère, mais justement, on la consommera moins. Et pour moi, c'est le meilleur des processus. Bien sûr, c'est intéressant parce qu'il y avait Thierry Ourquet il y a même pas 2 heures à ta place. Et il parlait justement de ça. Il ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de critiques sur les C2E, parce qu'il y en a, alors que le système est vraiment bien fait. Alors moi j'ai ma réponse, je peux te la donner, parce que moi forcément il me passionne. Pour moi c'est le meilleur dans sa structure. Je l'ai vu évoluer au fil des années. À chaque fois à juste titre, je comprends, j'ai connu... moi je ne suis pas arrivé au moment de l'isolation à 1 euro, mais qui a été pour moi, c'est dommage de l'avoir coupé comme ça. C'est ma version, mais chacun a son... Bien sûr. Pour moi, c'est dommage de l'avoir arrêté sèchement. C'est pour moi le problème des politiques publiques qu'on a sur les énergies renouvelables comme l'efficacité énergétique, c'est de parfois mal calibrer au départ, de suivre avec pas suffisamment de moyens et de faire ces stop and go là. À la fin de l'isolation à 1 euro, et j'étais pas vraiment dedans, j'étais en train de faire justement mon TripAdvisor un peu. Et j'aurais peut-être dû faire de l'isolation à 1 euro, mais en tout cas, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'à la fin, ça commençait un petit peu à se régler, justement. Moi, j'étais plus sur la partie chauffage, mais ça commençait, les bureaux de contrôle montaient en compétences, on commençait à comprendre un peu plus les règles de l'art, d'une isolation de comble ou de ces choses-là, et les acteurs se professionnalisaient. Et c'est un peu dommage de l'avoir coupé net comme ça. Comme pour les énergies renouvelables, dans le solaire photovoltaïque de l'époque, où au début c'était ultra subventionné, puis d'un seul coup on arrête tout, toute une filière est à l'arrêt. Pour les investisseurs, pour la visibilité, c'est très mauvais. Et donc pour la montée en compétences, il faut laisser le temps à une industrie de se faire. Et ça, je crois que c'est ma vision, et je suis fils d'enseignant, je suis pas du tout, je suis même pro, je suis très attaché au service public, et je crois qu'il leur manque des moyens, justement, des moyens humains et des outils pour
bien piloter ces politiques publiques. Ok. Tu doublerais, triplerais, tu peux même faire un peu plus, ils sont pas nombreux du tout. Le pôle national des certificats d'économie d'énergie ou les personnes à l'ANA, tu leur donnerais plus de moyens, je suis sûr, et tu les laisserais plus longtemps. Il y a aussi un gros turnover, ça tourne, c'est des gens à chaque fois brillants, vraiment. Enfin, je trouve, hein, les gens que j'ai mes interlocuteurs et que j'ai eu jusqu'ici. Je dis pas ça parce que je suis filmé, mais vraiment, ils sont toujours brillants. Mais c'est vrai qu'ils tournent énormément. J'ai eu énormément d'interlocuteurs et il n'y a pas assez de liens. C'est deux choses, plus de moyens et plus de liens avec la filière. C'est normal, ils sont un peu policiers de ces dispositifs où il y a plein d'intervenants, de l'argent, et donc il faut éviter les effets d'aubaine, de la fraude, etc. Mais il faut quand même des liens avec cette filière, avec les distributeurs, les fabricants, avec les installateurs, avec ces réseaux-là pour comprendre ce que c'est que ce métier. Et je trouve qu'il n'est pas assez durable, il n'y a pas assez de liens. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à tous ces changements qu'on voit, il y en a encore plein. Bah, justement, ça me fait penser encore une fois à un invité, Nicolas Pereira, que j'avais aussi il y a quelques jours à ta place. Et on parlait justement de tous ces changements, tous ces problèmes qu'il y a aussi dans ce métier. Même s'il est très beau, il y a aussi beaucoup de problèmes. Il m'a dit qu'il pense que si on prend les 10 plus gros, ou on prend 10 gros acteurs des énergies en France, on les réunit dans une pièce, il pensait qu'en quelques jours, on trouve une solution et qu'on arrive à régler tout ça. Est-ce que tu partages cet avis toi aussi? Ouais, oui, je suis d'accord avec ça. J'ai eu des discussions avec Nicolas. On est assez d'accord. Je pense aussi que je vais faire mon Mbappé, la rénovation, elle a changé. Mais un peu, moi je l'ai vu à l'époque, je l'ai vu où il y avait quelques artisans et la rénovation, c'était du bouche à oreille. Puis il y a eu Internet, les gens regardaient un peu plus, avaient des notions de prix. Je pense qu'à l'époque, on se faisait bien arnaquer aussi. Il y a eu plus de notions de prix, d'avis, travaux, et on a commencé à avoir des sociétés qui commerçaient via Internet, via des leads, etc. Et donc, ça a complètement changé. Au début, c'était très mal fait. Je crois qu'il y avait des grosses structures qui faisaient mal les travaux parce qu'ils avaient trop de clients. La sous-traitance était mal gérée. Et je crois, au contraire, là, je l'ai vu évoluer, en tout cas. Et maintenant, je vois des sociétés nationales. Avant, il n'y avait que des filiales de grands groupes, d'EDF et Engie, qui étaient en national. Franchement, allez, il y a un Proxyserve, il y a quelques sociétés, mais c'était très difficile de grossir et de faire une offre globale en national. Maintenant, c'est possible. Ça a extrêmement changé. Avant, effectivement, les premiers qui faisaient ça se sont un peu cassés la figure, donc il y a eu vraiment beaucoup de problèmes de SAV, de travaux mal faits. Maintenant, je pense que ça a vachement évolué et que les gens, oui, seraient d'accord si on les réunissait et avec un peu plus de lien avec les pouvoirs publics, on serait d'accord sur les meilleures solutions de financement. Ouais, parce qu'ils n'ont pas la réalité du terrain finalement, ces personnes-là. Ils n'ont pas assez de réalité. Et ils n'ont pas le temps de la comprendre. Encore une fois, tu as des jeunes qui sortent de grandes écoles. Ouais, c'est ça, c'est pas surprenant. Il faut du temps pour le comprendre, mais il faut voir des chantiers, il faut en voir plusieurs. Il faut comprendre l'impact que c'est d'acheter du matériel en avance, d'attendre. Il faut le vivre. Il faut le vivre, bien sûr, complètement. Bien sûr. Ouais, c'est super intéressant. C'est un peu égaré du parcours, mais c'est super intéressant. Pour revenir sur le parcours, donc on était au moment où il commence à y avoir beaucoup de personnes qui s'inscrivent. Ouais, comment ça se passe là? Donc ça prend. On embauche énormément. Donc là, on apprend à être manager à ce moment-là. Ok, d'accord. C'est très différent. Super compliqué. Ouais, c'est très. En fait, c'est autre chose. Ouais, c'est ça, que de créer son produit et créer son produit, commercer, gérer ses premiers clients. Puis on est obligé. Après, on peut plus tout faire soi-même, et donc on embauche du monde. C'est super intéressant aussi, mais c'est très différent. Et donc, on grandit, on trouve des bureaux, et on embauche du monde. Et là, on a fait des choses bien, on a fait des choses moins bien. À un moment, on a grossi très vite, très fort. On a été plus de 100 personnes. Okay. Et donc là, on n'a pas été bon sur une partie, je dirais, c'est celle de mettre justement la structure de notre bureau d'études. Okay. On a manqué un peu d'expérience, puisqu'on a fait monter tout simplement ceux qui travaillaient le mieux à des postes au middle management, au manager. Okay. Et en fait, c'est pas parce que tu fais bien, que tu traites super bien tes dossiers de demande, que tu parles bien aux clients, que tu es bon manager aussi. Puis là, ça a grandi trop vite. Moi, je connaissais même plus les personnes dans l'ascenseur. Les personnes, si j'étais pas au même étage ou dans le même bureau, parfois, je les connaissais pas, tout simplement. Il y avait trop de... Ça a grandi
peut-être un peu vite, quoi. Ce que tu as dit, c'est super intéressant parce que j'ai entendu un entrepreneur le dire il y a une semaine ou deux, c'est que justement, quand on a un employé qui est bon dans ce qu'il fait et que voilà, il a des bons résultats, quand on est entrepreneur, on a le côté où on se dit, ah voilà, maintenant tu as été bon, je vais te passer manager. Mais Ouais, des fois, c'est pas son métier. exactement. Exactement, on n'est pas forcément, c'est une autre compétence. Il faut être moi je trouve qu'il faut être très complet pour pouvoir grandir comme ça. Parce qu'il y a toujours un petit côté, pour moi il faut un côté, c'est comme un athlète, un sportif, tu vois, faut courir vite, il faut être Mhm. adroit, Mhm. et il n'y a pas juste un Ouais, truc en bien sûr, particulier. bien sûr. Là c'est la même chose, pour moi il faut toujours un petit sens commercial, il faut aimer ce qu'on fait et bien le vendre autour de soi. Il faut un côté manager, un côté équipe, sinon ça fonctionne pas. Tôt ou tard, Mhm. ce sera un problème. Donc voilà, il faut être en plus dans des métiers où déjà les matières sont très larges. Il y a beaucoup de juridique, beaucoup de réglementaires. Il y a de l'ingénierie, donc il y a de la technique, il y a du financier, il y a du commerce. On gère beaucoup d'argent et les partenariats, à chaque fois qu'on fait, ben, on parle directement à des directions. Donc voilà, les enjeux sont importants. Je dis pas que pour plein d'autres sociétés, c'est pas le cas, mais c'est assez technique. Bien sûr. Et donc ça demande de mêler pas mal de compétences. D'accord. Tu veux nous donner un peu des chiffres pour qu'on se rende compte du début, la première année où vous commencez à gagner de l'argent, le chiffre d'affaires que vous faites Tu vas me demander mon salaire à la fin Non, de pas. ton instant. Je rigole. Et chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires qu'on fait, alors, il y a un truc un peu, quand on est mandataire, son chiffre d'affaires, ça n'est que la partie de la commission que tu prends. Quand tu es délégataire, je le dis parce que sinon ça ne veut pas dire grand-chose. D'accord, d'accord, Quand d'accord. tu es Ok. délégataire, tu vends tout le certificat D'accord, d'économie d'énergie. d'accord, d'accord. Il y a une différence de 90% Bah oui, presque. ouais, bien sûr. Donc, nos premiers beaux chiffres d'affaires, ils font déjà, pour moi, je crois que je suis pas très bon en date et Ouais, ouais. en chiffres Bien finalement, sûr, mais ouais. on est en plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord, d'accord. Dès la Et première année où vous commencez à gagner d'argent, ouais, c'est des ouais, millions. ouais, D'accord, ouais. La d'accord. première, elle est déjà très intéressante parce que ouais, la croissance a été fulgurante. Mais j'ai jamais connu ça, même autour de moi, j'en ai rarement vu. Euh, je pense que c'est un concours de circonstances. Je pense qu'on s'est D'accord. quand même organisé, on a travaillé dur et vite à ce moment-là. Euh, Alors, à part l'argent, au niveau ouais. du chiffre de salariés aussi, en un an, combien t'en recrutes en un an L'année la plus fulgurante, elle est juste après en fait, c'était constant, hein, mais on a eu 80 personnes pendant le Covid. On a recruté environ 80 personnes en un an. Donc c'est énorme. En fait, tu vois tout le temps du monde. Parce C'est que quand tu énorme. recrutes 80, tu en as vu beaucoup plus, forcément. C'est énorme. Et ouais, c'est énorme. Donc il y avait aussi dedans, tu as un peu de stage, un peu d'alternant, mais bon, tu as énormément de personnes qui intègrent la société. Donc tu as beaucoup de formations aussi à faire. Donc tu passes ton temps à expliquer les choses, mais c'était passionnant. Ouais, Bon, on peut qualifier ça clairement de hypercroissance. On ouais, est c'en était d'accord? une là. C'est Ouais, une, c'est ouais, une ouais, ça en était une. hypercroissance. C'était une traction. Ouais, bien sûr. Comment on vit une hypercroissance quand on est entrepreneur? C'est quand même assez stressant, on se prend beaucoup de choses comme ça rapidement. Comment on Ouais, la gère même personnellement? Comment est-ce qu'on vit ça? ouais. Au début, moi, je me souviens, c'est marrant parce que cet exercice, parce que je crois que je ne l'ai pas vraiment raconté dans le détail comme ça. Ah bah tant Mais mieux. au début, c'est flatteur parce qu'on se dit, ah, enfin, quoi. Il y a un Ok. moment, quand c'est long, avec toutes les galères que j'ai expliquées au début, on se dit, ça n'arrivera presque jamais. Tu continues à Bien t'accrocher, sûr, mais tu bien dis que sûr. ça n'arrivera pas. Et puis, quand ça arrive, c'est extrêmement flatteur. Tu le dis un peu autour, tu dis ça cartonne, et puis les gens n'y croient pas trop parce que pendant 3 ans, tu leur as expliqué que tu allais cartonner, il n'y avait rien. Et donc, je pense que pendant un petit moment, tu te dis non, mais c'est pas possible, il va y avoir un truc, et tu t'accroches autant que tu peux à te donner tous les moyens pour que ça réussisse et pour que ce soit pérenne. Et, euh, et donc voilà, tu travailles forcément énormément. Ton temps est très compté à ce moment-là. La moindre erreur peut être fatale quand tu grandis aussi vite parce que tu as quand même beaucoup de gens. Il suffit qu'il y en ait un qui dise ah, je me suis inscrit, personne ne répond, j'ai pas eu ma prime. Ce truc comme ça va très vite aussi une descente, quoi. Bien Donc il sûr, faut faire bien sûr. attention à. Mais bon, moi j'étais très pro. Mon associé est plus dans la structuration et la Ok, production. Heureusement qu'on est un peu différent là-dessus. Moi je suis toujours à vouloir un max. Je suis plutôt commercial, ok, plutôt boulimique à dire ok. il faut prendre. Pendant qu'il y a cette demande, il faut y aller à fond, il faut toujours continuer à commercer. Et lui a super bien structuré D'accord, le bureau d'études. d'accord, d'accord. Alors comment t'évolues après sur Drapeau? Au début, c'est mandataire. À quel moment tu passes Ouais, délégataire? on est mandataire, on change même de mandant pendant le Covid, Ok, où on a une friction avec le mandant qui était devenu investisseur. Bon, je passe un peu,
sinon ça va devenir un peu compliqué. Ouais. Mais en gros, on avait un premier mandant qui fait pas bien son métier de mandant, c'est-à-dire qui ne paye pas à temps, ou c'est compliqué. Et donc on change à ce moment-là de mandant pendant le Covid avec Butagaz, Ok. je peux le dire. Super relation, on en a Ok. encore. Et là, bon voilà, c'est toujours stressant parce qu'on cherche, on met beaucoup. Moi aujourd'hui, je fais des mandats. Ok. Je suis mandant justement, donc je D'accord. mets en place des mandataires. Et je trouve à chaque fois qu'on a beaucoup de responsabilités. Chaque fois, les gens me disent ah, c'est trop bien, merci, tu crois vraiment que je peux être mandataire? Et je dis non, au contraire, c'est à l'inverse, c'est moi qui ai un rôle à jouer pour que je mette tous les moyens en place pour que tu puisses réussir, te Mhm. payer rapidement, contrôler rapidement tes projets pour te donner les mêmes chances que celles que j'ai eues à l'époque, quoi. Ok. Ok. Donc, vous passez donc délégataire. Et donc, on passe délégataire en 2022. Ça, je connais parce que cette C'est récent, ça, attestation, c'est récent. cette attestation, c'est récent. Et l'attestation, tu l'affiches en grand Ah, ok. dans tes bureaux. Ok. Et c'est pas vrai, il n'est pas affiché en grand dans les bureaux, mais en juillet 2022, nous devenons délégataires. Et effectivement, ça a encore plus de responsabilités. C'est pas toujours bien parce que tu as d'autres risques. Tu as 3 risques dans ces métiers. Si tu les surveilles chaque jour, tu n'as pas de problème. Moi, j'aime bien simplifier, les conceptualiser. Ouais. Tu as 3 risques. Tu as celui de la fraude. Il faudra toujours que tu surveilles que tu n'aies pas une tentative de fraude au sein de tes financements. Le deuxième, c'est la veille réglementaire. Ça évolue très vite. Si tu n'es pas bon en Trop veille vite. réglementaire, trop vite. Si tu ne sais plus que, mince, la chaudière à condensation, il n'y a plus de prime. On a engagé 30 000 dossiers de chaudière à condensation. Tu peux mourir très rapidement. Et enfin, le risque marché. Le risque marché, tu es plus couvert quand tu es mandataire. C'est-à-dire que le risque marché, c'est si les certificats d'économie d'énergie, qui est un marché d'achat-revente de certificats d'économie d'énergie, si jamais tu as une baisse du marché, ça a pu mettre à défaut des grosses boîtes, je ne vais pas les citer, mais des gros délégataires qui ont mis la clé sous la porte, qui ont vendu leur structure à cause de mouvements de marché. 2015 en a été un très important. D'un seul coup, tu as le marché qui baisse jusqu'à 1 euro du mégawattheure Qmac. Toi, tu as promis plein de primes qui étaient beaucoup plus importantes à tous tes clients et tu t'es pas protégé sur le marché. Et donc, il ne faut pas être trop être flambeur, joueur. Ça demande une grande rigueur d'être délégataire. J'imagine. Et tandis que quand tu es mandataire, tu es un peu plus protégé, on va dire, sur un aspect plus partenarial avec ton obligé mandant qui va au fur et à mesure faire évoluer son prix en regardant bien tes volumes, etc. Quand tu es délégataire, tu dois gérer extrêmement bien tes contrats de revente à terme pour pas avoir ce risque-là. Mais si tu surveilles tes 3 risques, a priori, ça va bien se passer. Alors, question très bête, parce que tu nous as parlé de 3 risques. Est-ce qu'il y a le risque, peut-être que c'est bête ce que je dis, mais un obligé qui délègue donc avec un délégataire, est-ce qu'il délègue aussi l'amende potentielle qu'il a si le délégataire ne dépense pas Ouais, bien sûr. Oui. Oui, non seulement tu peux. Alors, tous les contrats peuvent, à mon Ça fait avis, 4 risques. il peut y avoir différence. Ça en fait 4. Ouais, c'est ça. Oui, tu as raison, ça pourrait être un risque de. Non, je plaisante. Mais du coup, tu vas pas y arriver. Si, tu as raison, c'est un risque de ne pas produire suffisamment en fonction de ta couverture. Ok. Mais j'appelle ça presque un risque marché, parce que sinon, tu pourrais l'acheter ouais, toi-même, bien le sûr, C2E, bien pour sûr. couvrir la pénalité. Mais effectivement, si tu ne parviens pas à remplir ton obligation, ou si jamais il se fait annuler un C2E que tu as produit avec lui, etc., tu peux payer la pénalité. D'accord. Et bon, Ou tu peux, en général, tu as une clause de remplacement aussi, où Ok. tu peux la racheter. c'est une possibilité, mais ça arrive concrètement, ça arrive vraiment ou... Non, mais je pense que ça peut arriver à cette fin de période. Il va y avoir une tension qui ne s'est jamais produite. Jusqu'ici, j'ai rencontré un petit vendeur de fuel qui a payé la pénalité, qui m'a dit l'avoir payé parce qu'il ne pensait pas qu'on allait un jour, il n'y croyait pas que les pouvoirs publics allaient lui mettre cette amende. Et en fait, il a vraiment prise. Alors, ce n'était pas des montants astronomiques, c'était Ok. un petit vendeur de fuel. Ok. Mais maintenant, là, de ce que je vois du marché, qui n'est pas si transparent que ça, mais de ce que je vois du marché, je pense qu'il va y avoir des tensions très importantes. On voit un gros volume en instructions en ce moment par le pôle, toujours pas délivré, des instructions qui sont très longues et des obligés qui arrivent à la fin. Le prix flambe un peu sur la partie précarité énergétique. Il y a 2 prix, une partie C2E classique, C2E précaire. Je sais que je parle à des gens qui sont un peu initiés quand même. Bien sûr. Donc là, en ce moment, ça flambe un petit peu, surtout sur la partie précarité. Je pense qu'il va y avoir des tensions. Et donc, oui, et toute la chaîne de valeur peut être affectée. Bien sûr. Alors, on va remonter parcours justement pour arriver à parler de ces tensions. Donc, drapeau, ça marche bien, le chiffre d'affaires monte. En 2022, on a dit qu'il se passe quoi en 2022? Il y avait le Je suis délégataire. délégataire, Je suis délégataire. on est délégataire.
depuis, c'est resté pareil qu'en 2022, il n'y a pas eu trop de changements ou, Non, maintenant, notre métier a été vachement sur des... Alors, il y a eu le grand mouvement, on va dire que ça a été de passer du financement de travaux un peu isolés en geste par geste. D'accord. On appelle en geste par geste, donc soit les ok. travaux d'isolation, soit les travaux de changement de système de chauffage. Et après, donc, les pouvoirs publics ont dit, après des études, même à l'échelle européenne, on dit il faut vraiment arriver sur des travaux plus performants, parce qu'on ne voit pas assez les résultats de cette performance énergétique. Et donc, on va essayer d'inciter plus des bouquets de travaux, des travaux de rénovation globale. Donc là, ils essayent, et c'est là où je trouve que ça manque vraiment de lien avec le terrain, parce qu'encore une fois, l'idée n'est pas mauvaise. Dans l'exécution, ça a pêché. Mais donc, c'est la fameuse rénovation globale dans les certificats d'économie d'énergie qui vient d'être transférée maintenant à l'ANA, on va dire, hein, pour faire simple. Oui, bien sûr. À l'ANA avec MaPrimeRénov' et le parcours accompagné. Mais voilà, ça a été pareil, brutal. Ils ont mis du temps avant de comprendre qu'il y avait des abus, des choses mal faites. On aurait pu le régler d'une autre manière, à mon avis. Et maintenant, ça va dans les mains d'un autre organisme qui a vachement de mal à contrôler ce type d'opération, parce que c'est très complexe, parce que tu as plusieurs corps d'État, tu as plusieurs phases qui sont longues, un audit énergétique, des contrôles, des travaux qui sont un peu plus longs, un peu plus durs à mettre en place. Et donc maintenant, c'est extrêmement compliqué. Et donc, il nous a fallu nous adapter par rapport à ces évolutions, qui sont hyper importantes. C'est pour ça qu'on a créé une structure qui est mon accompagnateur Rénov', une structure dans l'audit énergétique, qui s'appelle Compa. Et on a mis plein de partenariats en place pour ne plus dépendre. On a toujours eu cette vision avec Julien de se dire qu'il faut diversifier quand même notre modèle pour ne pas dépendre que d'une seule opération. D'une aide, d'une subvention. Exactement, que d'un secteur. On a toujours été très B2C, B2B. Donc on va faire du tertiaire, du résidentiel collectif, comme du B2B2C, des installateurs qui font du particulier. Et on va faire aussi du conseil aux obligés, parce qu'on est très apprécié de la filière, je crois, hein, si je le dis. Et on leur fait aussi du conseil pour gérer bien leurs obligations, la conformité de leur dossier. Donc voilà, on a un modèle assez diversifié. Et c'est vrai que dans l'évolution, parfois, une aide est perdue complètement sur tel type d'opération. Nous, on ne dépend pas du tout que de celle-ci. Et pareil, si les C2E ont un coup de mou en 2015, ou après, quand on était en 2020 ou 2022, justement, il y a eu une grosse baisse du dispositif. Les obligés n'avaient plus besoin d'acheter des certificats d'économie d'énergie. Et on finançait MaPrimeRénov', ce qui nous a permis d'être sur l'autre levier, d'avoir d'autres canaux d'acquisition. D'accord. Et pour parler donc, justement de l'actualité, on est en plein dedans, la rénovation d'ampleur, etc. Donc, toi, tu es accompagnateur Rénov' avec Compa. Ouais. D'accord. Et parce que, faut pas se mentir, c'est vraiment, même si ça commence un peu à se débloquer, je crois, mais il y a quand même un vrai quiproquo sur cette rénovation d'ampleur. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Et je pense qu'ils vont regarder justement cet épisode pour essayer d'avoir des réponses justement d'un délégataire. Ça peut être intéressant. Ouais. Comment toi, tu vis cette rénovation d'ampleur qui est quand même assez compliquée et complexe? Alors, je comprends ce qu'a voulu faire, je comprends ce que veut faire les pouvoirs publics depuis le rapport Sichel. Donc, c'est une personne qui est maintenant numéro 1 depuis que notre ministre est à Bercy, depuis que le numéro 1 de la Caisse des dépôts est. Et donc, je comprenais ce rapport pour essayer de remettre de l'ordre dans la rénovation globale. L'idée, encore une fois, est bonne. L'analyse est bonne. Sur le papier, c'est bien. Dans l'application, il suffit de pas grand-chose pour que ça fasse un flop. Et là, pour moi, c'est le cas. Puisque le gros problème, donc on est marre, effectivement, on est mon accompagnateur Rénov' via une structure indépendante, mais surtout, on a créé un service, Drapeau, la partie Drapeau Énergie, celle qui finance justement pour avancer ces aides. On les avance toujours à la fin, même le parcours accompagné, c'est nouveau, donc les enveloppes sont plus importantes, de l'ordre de 40 000 € en moyenne. Je crois que le dernier rapport, c'est 38 000. On avance ces aides à la fin du chantier, au moment de la réception. Mais cette enveloppe, on a levé beaucoup d'argent parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait ce problème, et surtout avec en plus une rénovation globale, avec encore plus de corps d'État, il va y avoir encore plus de besoins en fonds de roulement des artisans qui font ces travaux. C'est sûr. Donc on s'est dit, il faut qu'on soit capable de payer le jour de la réception. Le jour où on a le dernier passage du MAR, on est capable de débloquer les fonds. Ce qu'on a fait. Mais même ça, les chiffres qui ne sont pas bons, c'est les chiffres tout simplement de commencement des chantiers, puisque les notifications d'octroi, donc le moment où l'ANA dit c'est OK, vous pouvez commencer le chantier, et le moment où l'ANA en fait vote le budget, enfin regarde bien qu'elle a l'argent pour payer
le chantier, et ben ça va pas assez vite. Les instructions en local, notamment en local, mais même en national, puisqu'il y a une partie pour les, je crois, ménages classiques intermédiaires, c'est à Paris, et pour les ménages modestes et très modestes, on va être plutôt en région. Et là, on voit que chacune des régions, les DDT ont chacune un peu leur politique, c'est très long, et on a des temps jusqu'à 6 mois. On ne peut pas attendre 6 mois avant de commencer ces travaux, que ce soit pour le particulier comme pour les installateurs qui font leur offre. Donc c'est l'octroi qui prend 6 mois. Absolument. Même pas le paiement. Non, c'est l'octroi. Après, le paiement peut être long aussi, mais là, j'ai solutionné le problème, c'est ça. J'aimerais bien le faire avant. Franchement, je pourrais l'étudier parce qu'on a une grosse capacité à travailler des nouveaux modèles de financement. J'en ai un là justement, j'aurais peut-être l'occasion d'en parler, mais justement la capacité d'avancer le matériel. Je peux avancer le matériel, même pour ce type de travaux, avec des distributeurs qui sont partenaires, mais je peux juste le conditionner au montant de l'aide et avancer l'aide au niveau du matériel. Parce que sinon, je ne peux pas, si la société fait faillite, je ne peux pas commencer à avancer la totalité de ses primes. C'est trop dangereux en termes de gestion de risque et de financement. Mais donc, du coup, là, on voit que les NO mettent beaucoup trop de temps à arriver. Et puis, à la fin, encore une fois, on trouve la solution puisqu'on avance, on avance les subventions. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, dans certains départements, c'est plus rapide que d'autres. Les octrois. Parce que moi, je vois dans la réalité du terrain avec des installateurs que je connais, ils me disent, moi, je vais travailler que dans le 33, je dis une bêtise, parce que là-bas, c'est plus rapide d'avoir des octrois. Mais pourquoi ce serait différent par région d'avoir des octrois plus rapides? C'est que tout simplement, la responsabilité et le pouvoir en région, vraiment, là, ils décident vraiment d'appuyer sur le bouton pour dire qu'ils notifient un octroi. Je crois qu'ils ont un vote, effectivement, c'est à ce moment-là qu'ils pingent le budget pour être sûr. Et là, on a vu en ce début d'année que, en fait, ça faisait peur. Moi, j'avais jamais peur de cette partie. Enfin, vraiment, à chaque fois, on se rendait compte que ils mettaient plus d'enveloppes quand on en avait besoin. Mais on voit les problèmes en ce moment qu'on entend dans la presse un peu tous les jours, de réduction du déficit, etc. Et le vote du budget qui a mis un peu mal cette première partie de l'année. Avec les 3 premiers mois, on n'arrivait pas à trouver le budget, à voter ce budget. Et là, on peut encore moins s'avancer avant une notification d'octroi parce que techniquement, on aurait le droit de commencer le chantier avant. Mais on n'est pas sûr d'avoir cette prime, qu'elle soit bien calculée et que finalement, s'il y a un énorme appel d'air, on peut se dire que tout le budget pourrait être consommé. Mais effectivement, chacune des DDT peut dire a le droit de vie ou de mort d'un projet, tout simplement. Et c'est vrai que d'une DDT à une autre, ils ont je vais pas dire, ils ont leur culture de traitement des dossiers. Ils avaient l'habitude de travailler avec un MAR avant, avec des opérateurs ANA. Et donc, parfois, c'est plus ou moins transparent, honnêtement, et plus ou moins dur. On a déclaré des mauvaises façons de faire auprès de l'ANA, auprès du siège, puisque parfois ils ne respectaient pas le principe de mandat financier. On l'a vu. Ils ont dit non, on n'accepte pas qu'il y ait un mandataire financier sur ce projet. On a le droit. Et on demande de quel droit, et là on attend encore une réponse. Donc voilà, il y a des libertés qui sont faites parce que c'est géré à l'échelle très locale. D'accord. Et comment ça impacte Drapeau actuellement, là, vraiment cette année? Est-ce que ça vous fait compliqué au niveau... Ouais, on voit en ce moment que les C2E et le geste par geste reprend, du coup, du fait de cette décélération, du fait qu'il y ait moins de projets de rénovation globale. Ils sont démotivés, les installateurs, ils n'ont même pas envie d'en faire. Oui, absolument. Là, on voit beaucoup de gens qui sont très en colère, effectivement, puisqu'ils n'arrivent plus à travailler. Et c'est dur, il y avait une filière, encore une fois, on stoppe une filière, et ce n'était pas facile à faire. C'était pas facile à monter, ces principes d'offres de rénovation globale. Il faut une certaine organisation, une certaine équipe. Et bon, au moment où ça commence à structurer, encore une fois, il y avait plein de choses à régler. Il ne faut pas qu'on retienne de mon discours « c'était parfait, il fallait tout, rien changer ». Je pense qu'il fallait plus de moyens pour le contrôler, pour peut-être changer un peu les montants, la façon de faire. Mais là, en tout cas, ce n'est pas la bonne façon de faire, de freiner comme ça à l'octroi. C'est impossible, et pour les particuliers, et pour les installateurs. Moi, j'en vois autour de moi, il y a plein de gens qui ont des projets de rénovation, et à chaque fois, je leur dis, tu peux effectivement te lancer dans ce type de parcours, mais je te dis pas que tu auras une réponse avant 6 mois. Personne peut envisager un projet comme ça. D'accord. Et vous recevez quand même des dossiers de rénovation d'ampleur? On en reçoit quelques-uns, mais c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on faisait avant. D'accord. Là, je sais pas si on peut le dire, mais la majorité des dossiers qu'on reçoit chez Drapeau en tant que délégataire, c'est quoi? C'est des dossiers sur quel produit? Ah, sur quel produit? Alors, on a eu beaucoup plus de B2B ces derniers temps, donc de l'isolation, d'enveloppes dans le tertiaire, effectivement.
On a quand même encore pas mal on a monté des beaux partenariats dans le B2C avec une grande surface de bricolage. Donc on a encore beaucoup de pompes à chaleur RO, c'est le ballon thermodynamique, et là ça revient énormément, justement du fait du stop et du fait que le C2E monte. Bien sûr. On a une offre canon en ce moment, je vais pas la faire là, mais dans les Tu dans les peux, certificats si tu dans les veux, certificats si c'est d'économie rapide, d'énergie. tu peux. Hein. Non, c'est très rapide, mais on a Vas-y, une offre vas-y. au niveau des. Non, tout simplement, on valorise très fortement les primes C2E pour les pompes à chaleur, qui fait qu'on arrive maintenant à du très proche 1 euro. Après, je connais pas le coût des entreprises, mais là, on a énormément de demandes en C2E, MPR, geste par geste. Ok, bah, vous le savez maintenant, drapeau.green, allez, Voilà. si vous voulez les contacter. Voilà. Donc, maintenant, là, on a toujours, encore une fois, des billes dans la partie parcours accompagné, dans le MAR, mais simplement, on ne met pas tout dessus parce qu'on sait que ça met du temps à se développer. Bien sûr. Ça va peut-être se décoller. Se Hein. décranter, ouais. Encore une fois, là, il était question à un moment de recentraliser tout à Paris avec un seul organisme pour un peu harmoniser les règles du jeu. De toute façon, il faudra toujours être sur les deux pieds parce qu'on a connu trop d'évolutions. L'agilité est très importante dans notre métier. Ouais, surtout dans ce secteur. Ah, c'est le maître mot. J'ai cliqué sur disco.green. Je suis arrivé sur le site, j'ai vu 2. Sur disco.green. Drapeau Disco. Et c'est .com, hein. C'est .com. On n'a pas .green, je crois. Je confonds avec Myriam Maestroni, excuse-moi. Okay. Drapeau.com. Drapeau.com et on tombe sur 2 cases. Il y a drapeau énergie. Il y a aussi un truc à droite où c'est des solutions. Drapeau solution. Drapeau solution. Donc c'est vrai que j'ai omis, je voulais pas forcément trop complexifier le discours. Ouais. Hyper important, drapeau solution. On a toujours développé, je disais, la partie digitale. On a deux grandes points forts, on va dire, dans notre entreprise par rapport aux autres, à mes confrères délégataires. C'est la partie finance. On arrive à financer autrement les choses. Je te dis même à l'achat du matériel. On a un fonds avec qui on est très proche. Et on arrive à faire des choses assez innovantes. D'accord. Et l'autre partie, c'est la partie digitale, puisque Julien, depuis depuis le lycée, développe des solutions. Okay. Il a toujours ça dans son ADN, comme on dit. Et donc, on a toujours développé des plateformes, même pour nos concurrents, pour nos confrères. Okay. À chaque fois, il y avait des besoins, les obligés nous en demandaient. Et donc, avec nos devs qu'on avait notre prestataire, dev, finalement, on a fait le choix de le racheter. Parce qu'on lui donnait trop de travail. On avait peur aussi qu'on nous les pique un peu, parce qu'on n'était pas beaucoup de devs à connaître très bien le dispositif des C2E, toutes les opérations standardisées, le montage d'un dossier, toutes les spécificités. Et donc, le cahier des charges, il prend du temps à chaque fois que tu veux en faire un. Et donc, on a fait le choix de le racheter. Ça s'appelait Jeff Digital. On l'a racheté et ça s'est appelé donc Drapeau Solutions. On a réembauché une dizaine de personnes en plus. Et en fait, on fait du conseil. C'est une agence digitale. On fait du conseil on a monté des sites, des plateformes, des CRM métiers, en fait, pour les acteurs de la rénovation énergétique. C'est vraiment spécialisé dans ce domaine. Donc, ça peut être des obligés. On a développé plein de sites pour dans des simulateurs, des CRM de gestion de projet, pour des obligés, pour des bureaux de contrôle, pour des installateurs, des bureaux d'études. Donc, petit instant promo, si vous avez besoin d'un... exactement, de dev. De dev, d'un site, d'un SaaS. Justement, en parlant de SaaS, donc, Drapeau Solutions a développé OPX, très bien joué. Exactement. C'est Drapeau Solutions qui a développé. Merci. Mais c'est vrai que je ne savais même pas que c'était précisé. Mais effectivement, bien sûr, c'est les devs de Drapeau Solutions qui ont développé OPX. Et donc, OPX, c'est la plateforme SaaS qui vient connecter. On est très fiers de cette plateforme puisqu'on est peu à développer un outil aussi interopérable, aussi performant dans les certificats d'économie d'énergie. En fait, on vient connecter les acteurs, justement un peu par rapport à ce qu'on vient de dire, obligés, délégataires, mandataires, après tu as les installateurs, tu peux avoir des apporteurs d'affaires, des maîtres d'ouvrage. Et en fait, c'est extrêmement long. La chaîne de valeur est très longue depuis le début de ton projet jusqu'à la fin, tous les justificatifs, les contrats que tu as avec ces différentes couches, justement. Et cette plateforme te permet de suivre ça, donc de connecter les acteurs. Tu peux aller valoriser ton dossier chez un obligé ou chez un autre, simuler tes contrats, générer tes pièces justificatives, les signer électroniquement. Et surtout, elle a un principe. Alors, c'est pas moi le meilleur ambassadeur, puisque c'est plutôt la partie de Julien. Mais c'est qu'elle est hyper interopérable. On a pu gagner des appels d'offres hyper importants pour
des obligés et des gros partenaires qui font beaucoup de travaux en France, qui ont pu connecter un peu leur CRM à eux, qui n'ont pas envie de tout changer, avec OPX, qui est API centrique. Donc en fait, on a une belle API, ils peuvent se connecter et prendre un peu à tiroir tout ce qu'ils veulent de la partie OPX, génération des aides, des justificatifs, signature électronique, etc. Et donc là, on a un énorme partenariat avec Leroy Merlin. Je sais pas, peut-être qu'il va falloir que tu l'enlèves, ça je te dirais. Tu me diras. Mais justement, ils ont un Salesforce et donc en fait, on a réussi à connecter les deux, qui leur permet voilà, ça, on n'aurait jamais gagné un appel d'offres comme ça sans une plateforme technologique aussi poussée. Ok, et c'est quoi? C'est un abonnement pour les personnes ou c'est... Ouais, alors là, je vais pas être bon non plus, je connais pas très bien tous les tarifs, mais effectivement, c'est un abonnement en fonction de, tu as plusieurs, c'est du freemium, je pense, c'est-à-dire que en fonction de ce que tu prends, du nombre de comptes d'utilisateurs, du nombre d'opérations que tu viens déposer. Et on vise vraiment la clientèle artisan, mandataire, délégataire? Obligé même. Obligé. Ouais, non, vraiment toute la chaîne. Incroyable. On connecte vraiment toute la chaîne. Incroyable. Et ça marche bien, et c'est pas depuis longtemps en prod, mais c'est pareil, hein, c'est du gros dev, et donc ça met du temps. Je pense que ça va prendre un an, en fait ça en prend beaucoup plus. Tu as eu besoin de lever des fonds pour ça, j'imagine que... Non, justement là ça a été sur les fonds, là c'était nos fonds propres, ça y est, on avait fait un petit peu d'argent qui nous ont permis de développer ce projet. Ouais. Ok, super. Et donc, parce que moi, j'ai pas la vision, je suis ni mandataire, ni délégataire, ni obligé. J'ai pas vraiment la vision de la proposition de valeur que ça apporte à OPX à ces personnes-là. C'est quoi l'avant et après, en fait, grâce à OPX? Ça leur change quoi concrètement, eux, dans leur... Je vais pas être le meilleur pitcher d'OPX, mais non, mais si, c'est pour... ça dépend donc de la personne. Si c'est un obligé, et un obligé a énormément de choses à suivre. C'est très, très compliqué d'être un obligé. C'est beaucoup de responsabilités. Ils en ont le top 10 à qui je parle régulièrement. Je me demande comment ils font pour gérer vraiment ces centaines de millions d'euros d'obligations, avec des équipes à chaque fois très dévouées, mais ils ont énormément de suivi à faire pour la conformité, mais pour leur reporting, pour leur contrat, c'est extrêmement complexe. Donc là, ils vont avoir un suivi hyper bien fait. Après, tu as toute la partie contractuelle qui peut être gérée donc, avec les différents mandataires. Donc là, tout simplement, la création d'un dossier, simuler toutes ces opérations. Là, on fait un carton en ce moment dans le transport. Alors, rien à voir avec la rénovation énergétique, mais bon, on a adapté un tout petit peu nos fiches et nos opérations de la plateforme qui avaient besoin d'être dans le transport. C'est des toutes petites primes pour des petits véhicules électriques. Et donc là, il fallait des signatures qualifiées pour être sûr que la prime soit bien versée à quelqu'un qui a acheté une voiture électrique. Et ça, on l'a mis en place, et c'était extrêmement compliqué pour les acteurs, EDF, Engie, Total, d'avoir une plateforme déjà prête pour pouvoir gérer des milliers, des centaines de milliers de dossiers. Donc, et donc voilà, mandataire, c'est le même principe, installateur aussi, tu simules, tu montes des dossiers, et tu viens suivre l'évolution à chaque fois de la conformité auprès de la personne qui te mandate. En fait, si jamais tu es mandataire, ton obligé va contrôler les dossiers, va faire des dépôts et tu peux le suivre depuis la plateforme. Si tu as tes partenaires installateurs, pareil, tu viens suivre, tu dis tu as une espèce de chat hyper bien fait où tu comprends les compléments que tu as apportés. J'ai une attestation sur l'honneur qui est incomplète, elle doit être faite. Et ça, en fait, ça peut rapidement être un enfer. On se dit que c'est une petite valeur, on se dit bon, ça va, on fait un Google Drive et tu m'envoies les dossiers ou par mail et valide-moi mon dossier et paye-moi. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe et une belle organisation, c'est comme ça qu'un partenariat fonctionne dans le temps. Il faut à chaque fois, c'est ce que je dis, une super plateforme, un super outil et un super mec derrière dans l'équipe. C'est toujours ça qu'on retient d'un bon partenariat. Il faut un bon responsable. Moi, je m'attache à ce que les ingénieurs de chez moi connaissent très bien le dispositif, pour qu'ils répondent tout de suite, qu'ils ne fassent pas des phrases en l'air. Oui, je vais voir. Attends, je te reviens quand j'ai vu avec Basile ou j'en sais rien. Mais qu'ils ne savent pas l'évolution du dispositif, qu'ils ne connaissent pas le montant des kilowattheures d'une opération, le prix, quand est-ce qu'on va déposer, quand est-ce qu'on va payer. Voilà, il faut des gens très, très impliqués. Et donc, c'est ça le secret d'un beau partenariat. Une personne passionnée et une plateforme très performante. Super intéressant. Si vous êtes artisan, mandataire, délégataire ou obligé, opx.com.fr .com, je crois. J'ai un doute. Vous verrez. Ouais. Mettez les deux, vous verrez lequel marche. OPX, vous allez trouver. Donc super intéressant. Je pense qu'on a vu un peu ton parcours de A à Z. C'est super intéressant, mais vraiment, c'est vraiment super intéressant. Merci de m'avoir écouté.
Dernière question, un peu plus personnelle. Tu as eu un parcours, donc tu as galéré au début. Ouais. Et on peut dire que tu as réussi, peut-être tu vas pas le dire, mais moi je te le dis, bon, tu peux Ouais. être modeste, mais voilà, tu as réussi dans le côté entrepreneurial. C'est quoi ton conseil aux personnes un peu plus jeunes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat et c'est quoi, toi, la chose qui a fait que tu as réussi un peu à débloquer ta situation? Qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes? Mhm. Alors, la première des choses, et ça va être assez cohérent avec ce que je viens de dire, j'espère, c'est que moi j'avais besoin de me sentir légitime sur la première phase avant d'entreprendre. Là, je vois beaucoup de jeunes, mais c'est super, il y en a qui sont brillants, hyper talentueux et qui n'ont pas besoin d'apprendre et qui vont y arriver certainement tout de suite. Moi, le premier conseil que je donnerais, c'est d'aller plutôt, c'est un peu dur, mais plutôt sur des marchés de niche, plutôt que vers des entreprises trop larges, comme au début on a vraiment envie. Moi, tu vois, mon TripAdvisor, c'était c'était peut-être trop gros d'un seul coup, avec les petits moyens en seed pour y arriver, c'était pas suffisant. Et à chaque fois, je voyais des gens qui réussissaient, c'était souvent des gens avec le projet le plus pourri. Quand tu es à une terrasse et que tu discutes des projets entrepreneuriaux, t'en as un qui va te dire, je sais pas moi, je vais vendre des rideaux de douche, c'est nul, ça fait pas rêver. Moi, j'étais le meilleur avec mon TripAdvisor des travaux. C'était le truc le plus... Ah oui, sur le papier. Sur le papier, voilà. Et donc, je pense que quand au début, c'est très large et que ça plaît à tout le monde, c'est bizarre, mais comme ça plaît à tout le monde, il faut se dire au contraire, ben, il y a quelque chose qui va pas. Alors, si Incroyable. on est tous hyper intéressés par ton idée, pourquoi ça n'existe pas déjà? Et donc, il y a quand même une concurrence. Donc, moi, je trouvais ça intéressant d'avoir un projet assez ciblé, assez niché au départ. Vraiment, c'est assez important. Le marché, il faut qu'il soit beau, large, mais un projet assez niché. Je trouve que c'est très bien pour commencer à faire ses premières armes et peut-être même pour perdurer, hein. Mais il ne faut pas avoir peur au début, rapidement. Et c'est les gens qui sont un peu moins pragmatiques, un peu plus rêveurs, ce que j'ai peut-être été un petit peu. Tu as tout de suite envie d'un truc très global, milliardaire tout de suite. Et je pense que c'est une erreur. Et les bons entrepreneurs, c'est ceux qui font non, il y Long a cette terme. niche, regarde ce marché, il est hyper intéressant, il n'y a pas beaucoup de monde dessus. Voilà comment on peut on a ces assets pour bien y arriver. Donc ça, c'est vraiment le conseil. Et puis après, le reste, tu l'entends partout. Les classiques. Les classiques. Les classiques, non, c'est ça, c'est beaucoup de Résilience, travail, résilience, travail. beaucoup de travail et de la générosité quand même avec les gens pour partager aussi. Il faut partager énormément ce qu'on fait pour en parler autour de soi. Voilà, être sympa avec son entourage pour avoir les informations, pour faire les premiers partenariats. Mais bon, ça, c'est des choses assez classiques. Ouais, mais Ouais. c'est super intéressant parce que d'habitude, quand on pose ces questions, justement, voilà, on donne les choses banales. Là, tu as donné un vrai conseil de prendre une Ouais. niche dans un marché. C'est vraiment super intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Bah, toujours la même chose, une belle évolution, un dispositif un peu plus stable, quoi. Donnez-moi un peu moins de cheveux blancs, quoi. Et J'adore. non, mais c'est vrai, en plus, un peu plus de stabilité pour croître, parce que je pense que si on en avait eu un peu plus, on serait encore 4, 5 fois, 10 fois plus gros. Mais c'est pas grave, je vais pas me plaindre, on s'adapte. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Où est-ce qu'on peut te suivre si tu veux donner sur LinkedIn, je pense, Ouais, sur LinkedIn, c'est le mieux. Je suis pas à fond dans les autres réseaux réseaux, sociaux, mais mais LinkedIn. ouais. Merci beaucoup, Basile, d'avoir Avec été avec nous. plaisir, C'était Yannick. super, super, super intéressant. Merci pour ton accueil. Et merci beaucoup. Et je pense que les gens vont vraiment apprécier. On se dit à très bientôt sur Il a 26 TV pour un nouveau podcast. C'était Yannick. À très bientôt.